c'est ça. Dans mon esprit, faut aller vite, quoi. Donc, si je veux profiter de ma journée, il faut que j'ai le temps de tout faire. Donc, je fais des choses de façon optimale. Voilà. Et donc, du coup, au travail, c'est pas viable pour moi d'avoir une réponse du style on a toujours fait comme ça. Non, pas possible. On peut faire autrement, on peut optimiser. Donc, je deviens un danger. Et je me suis fait virer 3 fois. 3 fois. Et à chaque fois, on n'a jamais pu justifier pourquoi je partais. Hein. Parce que, en fait, mon mode de fonctionnement était différent. Je remettais en question les processus, le système, et ça dérangeait. Donc voilà, donc, au travail, ça peut être un vrai problème. Et puis, je vais revenir à ce que j'ai dit, à l'ennui, à la différence, à l'isolement, à ne pas se faire de collègues. Souvent, les enfants au potentiel sont très seuls. Ils ont du mal à trouver des gens qui leur ressemblent. C'est tous des cons. Mais en plus, c'est pas qu'ils le pensent vraiment. Mais pour eux, c'est juste, mais ils sont bêtes ou quoi? Pourquoi ils pensent ça? Voilà. C'est un peu compliqué. Et pour des parents, ça peut être très, très compliqué, effectivement. Parce qu'en plus, on va se retrouver avec, dans les défis, si tu veux, le plus difficile, c'est de toi être différente, d'avoir un fonctionnement rapide et de vivre avec quelqu'un qui l'est pas. Alors c'est bien, ça calme, mais pas longtemps. Dans la vie quotidienne, un couple, par exemple? C'est terrible. C'est terrible. Pour l'avoir vécu dans les deux sens, c'est terrible. Parce que bah, voilà, parce que il faut que l'autre suive. Et s'il ne suit pas, mais ça m'énerve. Faut que ça matche. Faut que quand moi je dis un truc, moi j'ai fait tout le processus, il faut que lui il l'ait fait. Sauf qu'il l'a pas fait. Donc avec l'âge, on apprend à donner les informations et à poser les choses et à faire en sorte que l'autre soit moins perturbé tout le temps par notre hyper réceptivité. Mais on est en contrôle, donc c'est difficile. Et à la fois, deux personnes hyper réceptives ensemble, c'est compliqué aussi. Parce que du coup, c'est constamment des liens où on est tous les deux en train de vouloir en fait aller emmener l'autre sur son chemin. Donc ça peut être compliqué. Et ce qui est encore plus compliqué, je pense, c'est d'être au potentiel, d'avoir un enfant qui l'est pas. Pas facile pour l'enfant et pour le parent. Si en plus, on rajoute dans le triangle que l'autre parent ne l'est pas non plus, ça fait des histoires au niveau de l'éducation, parce que forcément, on ne fonctionne pas pareil. Mais c'est très difficile. Pourquoi est-ce que mon enfant, il ne va pas plus vite? Pourquoi est-ce que, voilà. Donc, et quand c'est dans l'autre sens, c'est pas mal non plus. C'est-à-dire l'enfant au potentiel, le parent qui l'est pas, ça peut être compliqué. Parce que du coup, on va se retrouver avec des enfants qui vont vite percevoir les failles de leurs parents et tout le temps aller mettre le doigt dessus. Et alors, moi, ce que je dis dans ces cas-là, c'est avant d'aller bosser sur votre enfant, bossez sur vous. Avancez sur vous parce que c'est juste ce qu'il est en train de vous demander, quoi. C'est voilà, faire un travail sur soi, c'est important pour justement éviter que l'enfant vienne tout le temps appuyer là où ça fait mal. C'est parce qu'il le fait pas. Tout n'est pas conscient, tout n'est pas volontaire. Il y a une dimension où il vient juste voilà, mettre. Il est hyper réceptif, donc c'est une éponge, donc il perçoit tout, donc il dit tout. Il n'y a pas de filtre. Et ça, c'est pas évident. Voilà pour ce qui est des défis. Je ne sais pas si tu as des questions sur le sujet. Alors nous avions Patrick qui disait pour stopper un peu le mental, il donne un petit conseil qu'il a appliqué et qu'il trouve utile à partager. Il s'agit de se poser la question: qu'est-ce qui va créer ma prochaine pensée? Apparemment, ça stopperait le mental. Voilà, je partage. Bonne idée. Ouais, tout à fait. Nous avons aussi des témoignages de personnes qui vivent en famille avec certains membres de la famille qui sont au potentiel et non, et d'autres non. Donc c'est vrai qu'il y a des témoignages dans le sens où c'est difficile parfois de se suivre les uns les autres. Tu vois, on a vu les défis, mais il y a des sacrés avantages. C'est qu'en fait, c'est quand tu accueilles ça et tu dis mais c'est génial. En fait, on a une conscience qui est accrue. L'hyperréceptivité, elle est permanente. Donc, si je m'en sers, c'est bonheur, quoi. Si en plus, je fais la communication quantique, alors là, c'est encore plus bonheur. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai on est hyper conscient, donc on est hyper conscient de ce qu'on ressent, et on peut aussi choisir de savoir pourquoi on le ressent. Ça, c'est pour moi un des avantages. Un autre avantage, c'est la rapidité.
ça va très vite. Donc, du coup, je peux être super efficace dans mon travail. Si j'arrive à me structurer, ça peut être un des défis du haut potentiel. Si j'arrive à bien me structurer, je peux être super rapide. Moi, j'ai une tendance à la procrastination. J'arrive jamais à prononcer ce mot. Pour une orthopédagogue, c'est voilà, c'est parce qu'il me plaît pas. Et en fait, à chaque fois, je me sens coupable. Je dis ah non mais il faudrait que je fasse ça. Ah non mais il faudrait que je fasse ça. Et en fait, bon, déjà moi, j'ai trouvé une solution personnelle pour libérer mon mental, c'est que je note tout. J'ai tout. J'ai même des fois un enregistreur quand je suis la nuit dans mon lit. Si je me réveille, que j'ai une pensée machin, plutôt que d'allumer, je prends mon enregistreur et je m'enregistre et je le dis. Et comme ça, je peux me rendormir. Mais je note tout dans un agenda, etc. Ça me permet de, en fait, relâcher. Donc, je n'ai pas à me souvenir que, ah oui, je dois faire ça. Ah oui, je dois faire ça. Ah non, c'est pas possible. Donc, j'ai un super, vous voyez, derrière moi, j'ai un super calendrier où j'ai toute mon année, etc. Comme ça, j'ai une vision, j'ai besoin d'avoir une vision globale. C'est comme ça que je fonctionne. Mais du coup, je peux être super rapide. Donc, comme j'attends la dernière minute, mais des fois, je fais en 2 heures ce que d'autres feraient en 8 heures. Mais parce que ça y est, c'est bon. En fait, tout s'est mis en place et il suffit juste de le faire. Donc, ça c'est un super avantage, la rapidité. On a cette vision qui est globale, donc du coup, vachement plus lointaine. Si j'arrive à poser mon mental de toutes les merdouilles de la journée, je peux envisager quelque chose de beaucoup plus loin sur 2, 3 mois, 6 mois et avoir une vision plus large. Ça, c'est le troisième avantage. On est capable donc de percevoir et d'évaluer les choses. Donc, encore une fois, quand on est à l'écoute, quand on sait qu'on fonctionne comme ça, quand on est à l'écoute de son hyper-réceptivité, et ben du coup, on peut plus facilement percevoir notre environnement, évaluer. Tiens, là, c'est pas terrible pour moi, je vais pas y aller. Ou ah ouais, tiens, ça pourrait être intéressant. Et oui, on peut imaginer, là je parle de ça dans un cadre comme moi d'indépendant, mais on peut imaginer une personne comme ça dans une entreprise qu'elle peut apporter. Mais ça peut être, si elle est mise en valeur, c'est une mine d'or, quoi. C'est quelqu'un qu'il faut valoriser et à qui il faut apporter des choses à solutionner parce qu'elle va trouver des solutions. Et puis, bah, il y a une quinzaine d'années, 20 ans, on parlait beaucoup d'intelligence émotionnelle. On en parle moins maintenant. En fait, on a juste découvert qu'il y avait une intelligence qui était l'intelligence cognitive, mais à un moment donné, tous les chasseurs de tête, etc., cherchaient des gens qui étaient plus au niveau de l'intelligence émotionnelle, voilà, des gens qui justement avaient cette sensibilité pour apporter autre chose au monde du travail. Et je pense que c'est le cas des hauts potentiels. Donc, tu vois, on n'est pas forcément sur potentiel. Évidemment, un des avantages, c'est qu'il y en a, ils sont méga super intelligents, mais c'est pas super facile d'être super intelligent. Hein, parce qu'en plus, super intelligent dans quoi? Il y en a plein. On peut être hyper bon en maths. Il y en a, effectivement, ils sont hyper bons en informatique. Il y en a, ils vont être hyper bons en dessin, etc. Mais c'est quoi, en fait? C'est juste... En fait, il faut distinguer l'intelligence théorique de l'intelligence sociale, parce que ce qui permet justement à l'individu de s'intégrer, ça va être l'intelligence sociale, donc l'adaptation. Et ce serait intéressant de voir comment les hauts potentiels peuvent apporter à la société plutôt que d'être enfermés dans une boîte qui leur convient pas, et puis que finalement personne bénéficie de tout ce qu'ils peuvent apporter. C'est ça. Donc on va se retrouver pour appuyer ce que tu dis, avec des enfants à l'école qui sont dévalorisés parce qu'ils vont remettre en question l'enseignant, et ils vont lui dire non mais ça va pas. Et l'enseignant, plutôt que de dire ok, alors pourquoi tu dis que ça va pas, est-ce qu'on peut en parler, il va dire non mais tu te tais, tu vas à ta place. Et oui, mais c'est vrai, c'est la réalité. C'est-à-dire que après, ça peut être très fatigant. Hein, les enfants comme ça, à un moment donné, ils sont toujours en train de tout remettre en question. Donc à un moment donné, il faut leur dire voilà, il y a un temps pour tout, parce que mais ils ont besoin. C'est-à-dire que un enfant qui vous dit pourquoi, mais il faut lui répondre. Faut lui répondre, faut lui expliquer, faut lui donner une explication, ou alors faut aller la chercher. Moi, pour moi, c'est super important. L'intelligence, elle se crée effectivement, comme tu dis, dans le lien. Et le risque, en fait, d'avoir ces caractéristiques et de ne pas les utiliser, c'est l'isolement. C'est de se sentir tellement différent que jamais tu retrouves quelqu'un qui fonctionne comme toi. Et on a un mode
dans la société. On a eu, tiens, je vais parler de ça maintenant parce que je pense que c'est important. On a un regard, si tu veux, qui est justement pas du tout vers l'ouverture d'esprit. Tous ces écrans, tous ces jeux vidéo, etc., n'amènent pas les enfants ou les jeunes à développer leur potentiel, sans parler qu'ils soient hauts ou pas hauts. C'est juste que ça ne leur apporte rien. Et donc, du coup, moi, la question que je me pose depuis pas mal d'années, c'est dans quelle mesure, en fait, notre système cherche justement à développer les potentiels de réflexion des enfants. On leur apprend à lire en leur disant qu'il faut aller vite. Ils arrivent en sixième, 1 sur 4 ne sait pas lire parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils n'ont pas de notion réelle de leur orthographe, donc de leur langue maternelle. Et ils sont constamment bombardés de télévision, écran, jeux, etc., etc. Donc, je critique en aucun cas les parents. C'est pas l'objectif ici. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, un enfant, il a besoin quand il est tout petit, il va passer des heures à observer ce qui se passe autour de lui pour grandir, pour se construire. Mais en fait, c'est une capacité qu'on doit garder longtemps. Et le jour où on arrête de l'avoir, cette curiosité, on meurt, tout simplement. Quand on arrête de s'intéresser à notre entourage, à notre environnement, quel qu'il soit, on meurt, c'est fini. Parce qu'on n'est plus là. On n'est plus dans notre corps, on se balade autour. Et il y a un gros souci. Alors aujourd'hui, on a commencé la conférence en disant que c'est vachement mieux de dire que je suis haut potentiel que de dire que je suis dyslexique. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de solutions. Sauf que c'est mieux vu. C'est-à-dire que les parents, s'ils disent que leur enfant est au potentiel, ah ouais, il est dyslexique, ah bon? C'est pas du tout la même perception chez les autres. Donc du coup, c'est pour ça que je te disais que moi les étiquettes, moi quand les parents ils me disent, je viens, j'ai 3 bilans de l'orthophoniste, du machin, du truc, je dis écoutez, vous savez quoi? Je dis on va déjà regarder l'enfant, aujourd'hui, à l'instant T, comment il est, quels sont ses défis, quels sont ses besoins, puis on va voir. Mais moi, je me souviens d'une fois un loulou qui était venu en stage avec moi et qui était venu parce que soi-disant il était dyslexique sévère, etc. Bon, il s'est avéré qu'il a fait énormément de progrès, peu importe s'il l'était ou pas, je sais pas, moi des fois je continue à chercher, mais bon, je cherche plus, mais bon. Et en fait, moi j'avais perçu qu'il avait, il était au potentiel, j'en étais intimement persuadée. Et en fait, ça va peut-être choquer les personnes qui nous écoutent, mais j'assume parfaitement. Je ne l'ai pas dit aux parents. Je ne l'ai pas dit parce qu'en fait, le problème, c'est que de la même façon que pour diagnostiquer un dyslexique, on lui fait faire passer des tests. Pour diagnostiquer un haut potentiel, on va lui faire passer des tests. Et en fait, ces tests, ils sont réducteurs et ils sont faits à l'instant T. Et il y a des enfants qui ne savent pas gérer leur stress, réflexes archaïques trop présents, moraux, réflexes de paralysie par la peur, etc. Ils vont être face à une situation donnée, on leur met une feuille, et eux, ils ne pensent pas comme ça, et du coup, ils vont faire une très mauvaise évaluation. Est-ce que cette évaluation, elle représente ce qu'ils sont? Non. La question que je pose toujours, c'est est-ce que ça vous amène une solution? Est-ce que maintenant que vous savez qu'il est haut potentiel ou dyslexique, ça va mieux, vous savez quoi faire? Alors, je dirais que, souvent les parents me répondent non, je dirais qu'il y a aujourd'hui autour du haut potentiel, il y a beaucoup de psychologues qui se sont mis là-dedans, il y a des écoles qui commencent à chercher justement à enseigner différemment, etc. Au final, on pourrait faire pareil avec des enfants qui sont dyslexiques, on les aiderait beaucoup parce que c'est simplement leur montrer les choses différemment. Donc ça fait partie du comment aider, tu vois. Comment aider, c'est apporter une autre façon. Quand je reçois un enfant et que je lui explique un concept d'orthographe et qu'il ne le comprend pas, je vais lui expliquer une deuxième fois différemment et une troisième fois différemment. Et s'il n'a toujours pas compris, je vais en chercher une quatrième, puis peut-être une cinquième. Et puis c'est peut-être même lui qui va m'expliquer comment il l'a compris et ensemble, on va pouvoir fabriquer sa façon à lui de le comprendre. Parce qu'il n'y a pas une façon, il n'y a pas une méthode. C'est pas possible. Il y a des choses qui sont établies. Et des fois, je me souviens d'un enfant qui me disait mais la langue française c'est trop compliqué. Et j'avais dit écoute, tu sais quoi, ce que tu peux faire, c'est devenir académicien. Et puis tu la changeras.
Ça lui avait bien plu, ça. Il voulait être président de la République, mais la maîtresse avait dit qu'il était trop nul pour ça. Bref. Ce qui est génial, c'est que tu as marqué une ouverture. Ça laisse vraiment un champ de liberté à l'enfant au lieu de tout de suite fermer une porte. Et lui renvoyer un message du style tu n'es pas correct, tu n'es pas adéquat. Ah non, vraiment pour moi, quand l'enfant vient vers moi, ou l'enfant, même l'adulte, hein, je lui dis qu'est-ce qu'il y a dans ta vie aujourd'hui que tu voudrais changer? C'est quoi ton défi? C'est quoi ton envie? Qu'est-ce que tu voudrais faire que tu fais déjà, mais que tu voudrais faire encore mieux? C'est quoi tes potentiels? Moi, quand je dis aux parents, quand ils me disent oui, il est comme ci, il est comme ça, machin, je dis mais il est en bonne santé? Oui. Bah alors tout va bien. Parce que la seule chose qu'on peut pas, ou c'est difficile à contrôler, c'est la santé. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'il y a de plus difficile en tant que parent, c'est d'avoir un enfant malade. Mais qu'il soit au potentiel ou 10, il n'est pas malade. Enfin, aujourd'hui, pour détecter une dyslexie, on fait passer un test neurologique. C'est un IRM pour aller voir si l'aire du cerveau est plus développée. Mais la plasticité cérébrale, ça parle à tout le monde. Parce qu'en réalité, le cerveau est un muscle. S'il est entraîné, eh ben, il va fonctionner. Peut-être d'une façon ou d'une autre, mais il va fonctionner. C'est sûr que si on le bourre de télé, de sucre et d'écran, ben, il devient tout petit, et puis il ne marche plus. Ça, c'est sûr. Donc ça, comment aider? Pas de sucre, pas de sucre, et 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 je le dirais trop. Le sucre est partout et dans tous les produits transformés, c'est pas juste le sucre blanc, c'est voilà tout ce que vous achetez en sous vide, les gâteaux, les machins, les trucs. Vous voulez faire un gâteau, faites-le. Mettez un tiers du sucre de la recette. N'en mettez pas, mettez du sirop d'érable ou autre chose. Interrogez-vous sur comment sucrer un aliment. Aujourd'hui, c'est comme, c'est comme le beurre. On peut faire avec autre chose comme gras que du beurre. Je crois que c'est facile d'avoir ces informations, mais c'est très important. Comme il y a une suractivité cérébrale, le sucre vient accentuer ça. Et donc, ça fait des pics. Et ça fonctionne comme une drogue. Et ça fait des pics d'insuline. Et du coup, combiné au potentiel, on peut avoir des troubles de la concentration. Parce que voilà, parce que besoin de bouger, et du coup ça m'amène en fait à dire que comment aider, c'est aussi vérifier si justement les réflexes archaïques sont bien présents. Parce que quand j'ai un réflexe où si je suis face à ma feuille et que j'ai la maîtresse qui vient à droite et que du coup je me tourne, j'ai mes bras qui partent, c'est un peu un problème. Et ça va m'empêcher de faire ce qu'on est en train de me demander. Pourtant, j'en suis capable. Oui, mais j'y arrive pas. Ça m'énerve. J'arrête. Et tout ça, c'est un effet boule de neige. Donc, les réflexes archaïques, c'est super important de vérifier s'ils sont bien présents, s'ils sont équilibrés, si tout va bien. Hein, on parlait tout à l'heure du fait d'être dans son mental. Eh ben, il y a des réflexes au niveau évidemment du toucher, des réflexes de l'attachement. Ces enfants qui partent en explosion, mais même les adultes en fait. Ce qu'on a besoin quand on part comme ça, c'est qu'on nous contienne, qu'on nous refasse sentir notre corps, parce que là, c'est comme si on sortait. Et je ne sais pas s'il y a des adultes qui nous écoutent là, à qui ça parle, mais moi, je sais qu'il y a des moments où je peux sortir de mes gonds. Et quand je dis sortir de mes gonds, c'est que je sors de moi, quoi. Je suis plus là. Et je vais mettre un bon moment à revenir à moi, me recentrer et me réintégrer. Parce que là, je ne suis plus dans mon corps. Donc toutes les techniques qui permettent de gérer notre propre énergie seront utiles pour ces personnes qui se reconnaissent dans ce que tu décris aujourd'hui. Oui, tout à fait. J'en profite pour passer à un autre sujet parce que là, il y en a beaucoup de commentaires, de questions et je voudrais pas perdre le fil. Vas-y. Au niveau du sommeil, une personne disait dans les commentaires que, en fait, elle constate que les hauts potentiels n'ont pas les mêmes cycles de sommeil que les autres personnes. Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu as pu peut-être observer chez d'autres personnes? Je dirais que je pense que comme l'activité cérébrale est très importante, il y a un gros besoin de dormir. La difficulté, c'est l'endormissement souvent,
ou bien le réveil dans la nuit qui fait que le petit moulin va se remettre en route. Donc, il peut y avoir cette espèce de décalage. Donc, c'est peut-être pas une histoire de cycle. Après, faudrait que je regarde plus en détail parce que moi, je peux pas généraliser comme ça un cas. Mais c'est sûr que le sommeil, c'est un peu comme quand on fait beaucoup de sport, il y a des moments où on a besoin de s'arrêter pour que le corps récupère. Bah, grosso modo, comme je pense toute la journée, j'ai besoin que mon cerveau se mette en mode en mode sommeil, en mode alors theta et bêta, pour justement arriver à assimiler en fait tout ça et surtout se reposer, quoi, se poser ou se reposer. Donc après, est-ce que c'est une histoire de cycle? Je sais pas. Il faudrait voir un petit peu plus l'histoire de la personne. Ce que j'entends beaucoup, c'est j'ai du mal à m'endormir. Et si jamais je me réveille, je peux pas me rendormir. Donc là, la solution, il y a le laboratoire Lénine qui fait le L72, qui est un produit homéopathique qui permet de réguler le sommeil, limiter les écrans, téléphone, télévision, etc., minimum une demi-heure, trois quarts d'heure avant d'aller se coucher, pour justement ne plus avoir les effets lumineux, et noter et enregistrer tout ce que vous avez dans la tête. Et ça, c'est difficile. Hein. Les gens me disent oui, oui, mais ils ne le font pas. Et en réalité, ils se couchent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'alimenter ça. Donc, ils s'endorment d'épuisement, sauf que dans la nuit, ils vont se réveiller parce que leur cerveau, en fait, il n'a pas déconnecté. Même s'ils sont en train de dormir, il est encore en train d'avoir cette idée-là. Parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient. Parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient. Et donc, du coup, ils ne dorment pas. Ce n'est pas un vrai sommeil. Je ne sais pas si ça répond à la question de la personne qui t'a je pense que ça va même au-delà. Donc. Ah bon. Mais ça m'amène, tes propos m'amènent à d'autres questionnements qu'on a reçus. Benoît qui disait comment passer finalement. Alors au départ, il a eu pendant 40 ans, voilà, comme tu décrivais, c'est-à-dire il était perdu, il vivait un gros vide intérieur, et puis après, il s'est rendu compte qu'il avait du mal à trouver des passions parce qu'il est toujours dans cette soif d'apprendre. Donc en fait, c'est de l'apprentissage, de l'éducation, voilà quelque chose, plus un travail en fait intellectuel, plus qu'une passion, un loisir. Et comment est-ce que tu pourrais conseiller à une personne à haut potentiel pour trouver voilà des choses qui le détendent finalement, qui lui permettent de vivre des passions. Ça rejoint aussi une autre question de Patrick qui dit un petit mot sur les addictions du surdoué. Puis ça peut être addictif finalement, la volonté d'apprendre. Oui, alors tout à fait, c'est deux questions qui se rejoignent. Je pense que déjà, en fait, ce qu'il faut accepter, c'est qu'on va papillonner. Donc, on va avoir, moi, une passion, j'en ai pas une, je sais pas, j'en ai pas en fait, parce que j'aime tout. Je vais avoir ma période tricot, crochet, puis après rien du tout, puis après je vais jouer peut-être sur un jeu, puis après je vais arrêter, puis je vais lire 3 livres à la fois, puis je vais arrêter, puis je vais marcher, je vais partir en voyage et puis je vais faire un stage d'une semaine de yoga ou je vais partir en randonnée. En fait, le principe, c'est d'accepter qu'à partir du moment où c'est faisable pour la personne, de faire, quand je dis faisable, c'est financièrement, au niveau temps, et que ça n'a pas de conséquences dramatiques sur son environnement familial ou proche, c'est de faire en fait ce qu'elle a envie de faire sans se juger. Et c'est là la difficulté. C'est quand on travaille 8 heures, de 8 heures à 17 heures ou de 8 heures à 19 heures, c'est difficile de rentrer le soir et de dire à sa femme, non mais là si tu veux, j'ai pas du tout envie de faire à manger parce que la seule chose que j'ai envie de faire c'est du tricot. C'est sûr que je comprends, c'est difficile à adapter. Mais du coup, peut-être que la solution, c'est de dire, écoute ma chérie, le lundi soir, tu fais à manger et moi, je fais du tricot. Et c'est du coup de rentrer dans cette organisation dont on a besoin. Par contre, c'est vrai qu'il y a des fois, je vais rentrer, puis ce soir-là, ça ne sera pas du tricot. Mais comme c'est ma soirée, je vais peut-être faire autre chose. Et en fait, c'est accepter aussi ça. Alors, les addictions, oui, je sais pas. Je sais pas si c'est, ça me parle pas trop en fait les addictions. Je pense qu'on est excessif. Donc on va aller au bout d'eux. Mais est-ce que ça va parler d'une addiction? J'ai pas rencontré dans ma vie, il y en a peut-être, hein, des hauts potentiels qui sont spécialement je réfléchis en même temps que je parle, mais qui sont vraiment, voilà, ils peuvent être excessifs dans leur façon d'être. Ils vont aller au bout d'eux. Ils vont acheter une tablette de chocolat, ils vont peut-être la manger en entier, c'est possible. Est-ce que c'est vraiment en lien avec le fait d'être au potentiel? Je sais pas. Là, j'avoue que ça dépasse mes compétences. Oui.
Nous avons un commentaire qui propose d'utiliser le terme polymath. C'est une belle façon de se définir qui ne blesse personne. Oui, Et oui, c'est surdoué une belle. présuppose que les autres sont doués. Très bien, j'aime beaucoup polymath, c'est pas mal. Il y avait c'est multitâche aussi dans le film de Luc Besson. Voilà, multitâche, j'aime bien aussi multitâche. Alors, on va, parce qu'on leur tourne et j'aimerais donner des solutions concrètes à tous ces gens. Donc déjà, c'est vraiment important de ne pas se juger et d'observer autour de soi et de se dire, OK, cette personne-là me convient pas parce que j'essaye absolument de lui ressembler et ça marche pas. Donc, acceptez que vous allez peut-être faire beaucoup de nettoyage autour de vous et que du coup, bah, vous allez peut-être pas rester avec tous les amis que vous aviez. Mais reconnaître qui vous êtes, ça va vous permettre aussi de reconnaître l'autre. Et donc, d'arriver à rencontrer cet autre. Et donc, c'est tellement génial. Je dis par expérience que quand enfin on rencontre des gens qui fonctionnent comme ça, c'est trop bien. Les conversations sont tellement enrichissantes, rapides, etc. C'est du bonheur. Je dis pas que c'est facile, mais je crois que ça devient de plus en plus facile parce que les gens ont de plus en plus de conscience. Donc ça, c'est super important. Mais surtout, vous jugez pas. Accepter aussi de dire à l'autre, écoute, voilà, on peut se voir. Moi, j'ai des gens, je sais, je les vois. Je bois un coup, je mange un soir avec eux, mais ça ira pas plus loin parce que je m'ennuie. C'est pas qu'ils sont très gentils, mais je m'ennuie. Il y a pas d'échange, donc du coup, bah voilà, mais ça m'empêche pas de les voir quand même. Hein. J'ai pas viré tout le monde. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont des amis à moi, ils vont dire avec moi, elle fait quoi Bref, peu importe. Si vous avez des difficultés, par exemple, au niveau du corps, donc qu'est-ce que ça peut être? Une hypertension, une hyperextension, des problèmes de poignet, à la main pour écrire, des tensions au niveau des cervicales. Chez les enfants, ça va se manifester aussi avec des difficultés de déglutition. On va aller faire des trucs chez l'orthophoniste, etc. Tout ce qui peut vous mettre en alarme sur le fait que votre corps n'est pas un allié. Allez vérifier auprès de quelqu'un les réflexes archaïques. Allez les faire tester. On part toujours sur un objectif positif de vie, etc. Ça peut commencer par déjà une séance d'ostéopathie, c'est sûr, mais c'est quand même particulier. Tous les ostéopathes, enfin beaucoup d'ostéopathes ne savent pas ce que c'est. Il y en a, on commence à être de plus en plus nombreux. Je sais que dans ma région, moi, je suis presque toute seule, et voilà. Et la vision, elle est globale. Donc moi, je le combine. Parce que ça, c'est la partie corporelle, et je le combine beaucoup avec la communication quantique. Et la communication quantique, donc c'est une façon facile d'accompagner l'autre à mettre des mots sur ses besoins. Et donc j'accompagne. Et pour une fois, c'est pas l'autre qui parle. Et d'ailleurs, souvent je dis mais on se tait parce que moi j'entends ce que la personne dit de son cœur et j'ai besoin de l'écrire. Et souvent, en fait, on va pouvoir appuyer sur quel est mon potentiel. Qu'est-ce que je suis? Moi, ils viennent vers moi et me disent mais qu'est-ce que je fais ici? Alors, qu'est-ce que je fais ici sur cette terre? On va recentrer un peu. C'est une question trop vague, mais c'est qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour être heureux? En fait, elle est là cette question. Où est-ce que je trouve mon bonheur? Donc, avec la communication quantique et les réflexes archaïques, j'arrive vraiment à accompagner les gens à être mieux, quoi. Enfin, apparemment, c'est ce qu'ils me disent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est deux choses que vous pouvez faire. Et ensuite, par exemple, au niveau pratico-pratique, apprendre la lecture rapide. C'est super pour un haut potentiel. La lecture rapide, c'est pas tout à fait la lecture qu'on connaissait d'il y a longtemps où on lisait en diagonale. Hein. La lecture rapide, c'est autre chose. Donc, il y a un petit programme qui s'appelle Spritzel. On pourra le mettre si tu veux sur le site, qui permet en fait de lire les articles sur Internet, sur l'ordinateur, en plus rapide. Donc bon, ça rejoint les principes de lecture rapide, c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Des fois, je regrette même que ce soit pas que les articles soient pas sous ce format-là, parce que ça me permet de lire très vite. Et voilà, et je vais à l'essentiel de l'information. Je retiens que ce que je veux, bien évidemment. Après, le mind mapping. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je le montre. J'en ai un là, parce que vous voyez, c'est ma petite feuille pour ce soir. Le mind mapping, la carte mentale, la carte heuristique. Ça, c'est un outil absolument génial pour un haut potentiel, parce que c'est comme ça qu'on pense. Donc moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais, trop bien. Ah non, mais ah oui, c'est comme ça que je fonctionne.
Voilà. Donc c'est au début, ça demande un petit peu de préparation, mais il y a des petits bouquins qui sont bien. Le bouquin de Tony Buisan, qui est donc un des fondateurs du mind mapping, est très bien là-dessus. Et puis après, forcément, c'est tout ce qui va être de trouver des techniques qui vous parlent à vous, qui peuvent être des techniques d'ancrage, de relaxation, au travers du sport, le yoga, etc. Donc tu vois, tout ça, c'est vraiment des choses qui peuvent aider. Alors, tu vois, j'ai pas parlé de diagnostic ou de si vraiment c'est un besoin, allez-y. Est-ce que ça va vous apporter des solutions? Je suis pas certaine. C'est ça qui m'embête. C'est que aussi bien à l'école, quand on dit à la maîtresse que l'enfant il est au potentiel, il y en a, elles savent pas quoi en faire de cette information. Quand soi-même on découvre que l'on est, vous allez voir votre DRH, vous allez dire oui mais je suis au potentiel, et il va vous dire et alors? C'est ça le truc en fait. C'est qu'est-ce que vous allez en faire vous dans votre vie? Comment vous allez le concrétiser? Merci beaucoup pour tous ces partages, Sophie. Je voulais dire aussi qu'Agnès a témoigné sur le chat que son fils, quand il a appris qu'il est au potentiel, ça l'a soulagé, ça lui a permis de mieux vivre, même si ça change rien pour les parents. Finalement, l'enfant se reconnaît et trouve sa place, et donc ça lui apporte du bien-être. Alors, tout dépend aussi comment ça lui a été expliqué, etc. Mais ça peut débloquer des Je suis tout à fait d'accord. Longtemps, quand je traitais avec des enfants qui étaient dyslexiques et que les parents me disaient il n'a pas été diagnostiqué, j'hésitais je me disais oh ça sert à rien, etc. Et en fait, je suis d'accord. Je crois que savoir mettre un mot sur ce qu'on a, ça permet beaucoup d'aider et de comprendre. Moi, ça m'a aidé. En fait, le fait de comprendre, j'ai compris que mettre ce mot-là, ça m'avait permis d'avancer. Donc, je rejoins tout à fait ce que dit Agnès et je le comprends bien. Après, ce qui me dérange dans le diagnostic, c'est effectivement, tu l'as dit, hein, comment ça a été dit et où ça a été fait. Et encore une fois, il y a peut-être des parents qui nous écoutent et qui disent ouais, mais mon enfant, il est 10, mais il est peut-être 10, puis à la fois, il est peut-être HP. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, le problème du diagnostic, c'est ce que je disais, c'est que c'est des questionnaires, on rentre dans une case, on rentre pas dans une case, etc. C'est un peu compliqué. Mais voilà, on est des êtres humains qui sont changeants. C'est-à-dire que malgré tout, il y a des choses qu'on va pouvoir modifier. Moi, il y a un bouquin que je conseille souvent. C'est Je pense trop de Christine Petit-Colin. C'est pour moi, voilà, c'est le bouquin, la référence. J'en ai lu beaucoup sur le sujet. Et pour moi, ça reste le bouquin qui regroupe les caractéristiques. Vous n'allez pas vous reconnaître dans tout, mais dans beaucoup de choses. Et ça va peut-être vous permettre aussi de comprendre comment est votre enfant. Et en fait, ce n'est pas tellement le diagnostic, mais c'est le regard qu'on pose. C'est-à-dire que comprendre qu'il y a une raison au comportement, ça aide beaucoup à accompagner l'autre, que ce soit positif entre guillemets comme le HP, tu vois ce que je disais au départ, ou moins positif si c'est une dyslexie. Et tu vois, quand j'ai fondé la tricalogie, qui est la méthodologie de remédiation, donc j'ai parlé des stages que je faisais avec les enfants, etc. En fait, tout ça s'est construit au fur et à mesure des rencontres, et c'est vrai que mon objectif aujourd'hui, c'est de former des adultes qui ont cette capacité d'apporter un enseignement différent aux enfants pour s'adapter à leurs besoins. Donc, c'est une méthode, si tu veux, qui va regrouper tous les éléments essentiels de l'enseignement, le visuel, le kinesthésique, les émotions, et également le tactile, etc. Et c'est vraiment, voilà, ça s'appelle tricalogie d'ailleurs parce que c'est 3. Donc, il y a beaucoup de 3 partout, et notamment 3 mouvements. Le corps, les émotions, le corps, le cœur et le cerveau. Le corps, les émotions et évidemment le cognitif. Voilà. Eh ben ça c'est génial, merci beaucoup. Et pour en savoir plus sur Sophie et tout ce qu'elle propose, vous pouvez visiter son site sophiequantique.fr, donc c'est tout attaché.fr, également lecture-écriture.fr, et sur l'outil de la communication quantique, c'est communication-quantique.com. Alors merci beaucoup Sophie pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, et je pense qu'en effet c'est important d'apporter à la fois une pédagogie et une manière d'enseigner des outils qui correspondent réellement aux besoins des enfants aujourd'hui, également des solutions pour les adultes, parce que on n'a pas tous eu la chance d'avoir cet accompagnement étant jeune pour ceux qui sont concernés. Et voilà, donc moi je suis ravie de transmettre ce message, d'être le véhicule de ce que tu fais. Et merci beaucoup.
Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre intérêt. Et je vous donne rendez-vous le 2 mai avec Louise-Anne Venn-Landry pour parler de... souvent on dit, la vie c'est un jeu. Pas toujours évident à accepter. Mais c'est un jeu dont il faut connaître les règles et qu'on vous propose de simplifier. Alors Louise-Anne nous en parlera le 2 mai. C'est une nouvelle webconférence découverte gratuite. Un petit mot pour la fin, Sophie ? D'abord, merci à toi de m'avoir donné cette opportunité. C'est un sujet qui est entre guillemets à la mode et j'ai essayé d'apporter évidemment ma version, mais surtout une version large et pas réductrice. Donc j'espère que nos auditeurs l'auront perçu comme ça. Et puis merci pour ce que tu fais parce que tu rends notre vie meilleure, donc c'est chouette. Voilà, merci à tous. Alors, on vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.